Salut, c'est Rémi. Bienvenue dans la deuxième vidéo de notre page. Pourquoi on fait cette vidéo? Parce que sur la première vidéo, on vous avait dit qu'on ferait cette vidéo pour vous techniquement vous expliquer ce qu'on a fait vraiment précisément sur le moteur de la XSI pour sortir cette puissance au litre. Donc ça, c'est la première chose pour cette vidéo là. La deuxième chose, c'est que on a un peu été attaqué sur les réseaux. On nous a dit que c'était impossible de sortir une telle puissance, surtout avec les pistons d'origine. Enfin, moi, je veux bien qu'on me dise que ça n'existe pas. Je veux bien qu'on me dise que ce qu'on a dit était faux. Pas de problème. Mais dans ce cas-là, prouvez-le. Ne me dites pas ce que vous avez fait, ça n'existe pas. Sans m'apporter de preuves. Me dites pas c'est faux. Ouais, c'est sans rien. Il n'y a pas de. Je veux bien, mais apportez-moi la preuve du contraire, les gars. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà, nous on est là pour discuter. Justement, si c'est faux, j'aimerais bien corriger, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est faux. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Venez nous parler. On est super content que vous échangiez avec nous. C'est super sympa. On a eu pas mal de commentaires sur la première vidéo d'encouragement. C'était vraiment gentil. On était plutôt contents. Des passionnés qui sont venus nous dire que c'était super bien et tout. On débute dans les vidéos, c'est compliqué de faire des vidéos, de parler à une caméra, franchement c'est pas évident. Donc voilà, donc j'espère que cette deuxième vidéo technique va vous plaire. On va enchaîner sur les sujets techniques ouverts à tous pour que tout le monde comprenne. Ces propos-là techniques ne m'engagent que moi, j'ai appris ça tout seul, je suis pas du métier comme j'ai déjà dit. Donc soyez pas trop dur avec moi si je me suis trompé sur certaines choses. Ici il y a des choses à corriger. Voilà, on va vous laisser profiter de cette petite vidéo. Donc comment va se dérouler cette vidéo? Je vous ai fait des schémas, des dessins, des explications techniques pour que ça soit le plus simple, le plus clair pour moi aussi, parce que c'est comme ça que je travaille. Voilà, encore une fois, ce travail-là n'engage que moi parce que c'est ce que j'ai découvert individuellement, tout seul. J'ai cherché sur le net, dans des livres, tout ça. Donc, au vu du résultat qu'on est sur l'XSI, je sais que je suis à peu près dans le bon. Maintenant, il y a forcément des choses à faire évoluer. Mais bon, on verra ça plus tard. On se perfectionne toujours avec le temps. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que du coup, tu peux nous expliquer comment on fait pour préparer un moteur? Donc, pour modifier la puissance d'un moteur, il y a 3 fondamentaux à connaître. Ces 3 fondamentaux, c'est le remplissage, l'allumage et la pression. Si vous omettez un de ces 3-là, ou si vous ne connaissez pas un de ces 3-là, ou que vous voulez pas préparer, ou vous n'allez pas à fond dans la préparation, que vous voulez pas détailler un de ces 3 postes-là, vous n'optimiserez jamais votre moteur à fond. Il y aura toujours des chevaux qui seront perdus, soit sur un des 3 postes. C'est comme ça. Il faut absolument optimiser ces 3 postes-là si vous voulez que votre moteur il ait le maximum d'optimisation. Tu peux nous dire comment on fait pour augmenter le remplissage? Donc pour augmenter le remplissage, basiquement, voilà, il y a des méthodes qui sont très simples. Là, on parle que du remplissage. On ne parle pas d'autre chose. Donc le remplissage, c'est simple. Comment on augmente la perméabilité d'une culasse? On agrandit les conduits, on enlève les guides, on agrandit les soupapes. On peut faire où on peut profiler les guides. Bon, il y a des préparateurs qui font de la balle de golf sur les guides de soupape. Attention, pas les conduits. Moi, je suis pas trop balle de golf dans les conduits. Voilà, on reste assez simple. Donc dimensionnement des soupapes, c'est ce que je vous ai dit. Effectivement, il y a un gros poste. C'est la forme du conduit d'admission qui doit être conique. Il faut qu'il soit conique. C'est une question de vélocité de gaz. On y reviendra un peu après sur d'autres postes, mais effectivement, cette forme conique, elle a une importance extrême. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est vrai que j'ai entendu parler de l'acoustique. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler, ce que ça représente? Ok. Une parenthèse sur l'acoustique, parce que c'est quelque chose de très compliqué. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de machine pour définir ça. C'est vraiment un phénomène qui est difficile à mettre en place. Je vais vraiment vous faire une parenthèse simple là-dessus. Le phénomène acoustique, c'est quoi? Le phénomène acoustique, c'est en gros les ondes qui se propagent pendant la phase de remplissage du moteur.
d'accord, au niveau de l'air. Alors, il faut savoir que l'air, c'est un gaz compressible, d'accord. Donc, ça agit en fait comme un ressort. Donc, selon les régimes de votre véhicule et selon l'admission qu'elle va avoir, vous allez avoir des phénomènes qui vont favoriser le remplissage et des phénomènes qui vont défavoriser le remplissage. On le verra après sur la courbe de la XSI, c'est vraiment flagrant. Une gestion qui est bien faite, on voit vraiment les phases où on a un remplissage, soi-disant un mauvais remplissage. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, là j'ai un soufflet dans les mains, il faut imaginer que les molécules d'air, c'est comme un ressort. Elles peuvent être compressées en fait, molécule sur molécule, elles peuvent se compresser. Donc qu'est-ce qui se passe? L'air arrive sur la soupape, d'accord? La soupape s'ouvre et l'air passe, d'accord? Au moment où la soupape se referme, c'est violent, forcément, vu les régimes qu'on atteint. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, l'air qui est aspiré et qui a une énorme vélocité, donc qui va très très vite dans le conduit, ce qui se passe, c'est que elle arrive sur la soupape qui se referme violemment, et regardez ce qui se passe. L'air se comprime dans le conduit. Dans tout le conduit d'admission, l'air se comprime. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, hop, la soupape se réouvre. Et là, toute cette air comprimée, elle est raspirée dans le cylindre, ce qui favorise le remplissage. Okay. Mais, forcément, on parle à 2000, 3000, 4000 tours, c'est très très rapide. Mais, à un moment donné, il y a une phase où l'air va arriver, elle va se comprimer, donc la soupape va s'ouvrir, l'air va rentrer, et à un moment donné, la soupape elle va se fermer et ça ne sera plus en accord. C'est-à-dire que au moment où la soupape va s'ouvrir, l'air va se redétendre, parce que forcément, l'air il ne va pas rester comprimé au niveau de la soupape. On est bien d'accord. Lui, il va chercher à se redétendre. Et bien, au bout d'un moment, quand lui il va se redétendre, la soupape va s'ouvrir. Et là, vous voyez qu'il y a un problème. Si mon air s'est détendu avant que la soupape s'ouvre, on est en phase de désaccord de remplissage. Et c'est ça le phénomène qui est très très difficile à parer sur les moteurs atmosphériques. Donc comment on part ça? On part ça avec un turbo, on part ça avec des pipes d'admission à longueur variable. Voilà, il y a plein de systèmes aujourd'hui qui existent. Sur les 106, il y en a qui ont mis des systèmes en place, mais c'est compliqué. Et de toute façon, sur un moteur atmosphérique, on aura toujours ce phénomène d'acoustique. Voilà, c'est vraiment la parenthèse basique de l'acoustique. Voilà. Tu peux nous dire comment tu as conçu ces pipes d'HC-Perf? Alors, oui, c'est simple. Les pipes d'HC-Perf, comment je les ai conçues? Bon, j'ai un logiciel en soufflerie. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo. Du coup, les pipes sont coniques, d'accord? Donc elles ont une forme conique, donc ça sort à 46 du papillon, ça sort à 45 du papillon de GSX-R et ça rentre à 38 dans la culasse, ce qui favorise la vitesse de gaz, d'accord? Une parenthèse, donc je vous ai ici sorti, ici une image de ma soufflerie. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai comparé un montage d'une pipe en aluminium qu'on trouve un peu partout. Vous savez, les pipes en alu à tube droit pour monter les 4 papillons. Et la pipe que moi j'ai dessinée, d'accord, que j'ai conçue chez HC, que j'ai conçu sur mon ordinateur. Donc entre ces deux profils-là, donc vous avez un tableau ici, vous pourrez faire pause. Donc c'est simple, la région 1, c'est la surface qu'on voit ici. Donc ici, il y a un écoulement de gaz, d'accord? Donc ici, pression atmosphérique, 101 kPa. Ici, des pressions, 80 kPa. Donc qu'est-ce qui se passe? Forcément, aspiration du gaz. Et on mesure ce qui se passe ici. Les chiffres sont purement indicatifs, on n'est pas du tout dans un exercice réel. Donc ici, vous voyez la forme arrondie de la pipe HC-Perf. En fait, elle va favoriser le remplissage mieux qu'un angle droit, ce qui paraît logique sur les pipes classiques. Donc, on a, vous voyez, on a 106,152 litres par seconde. C'est un signe. Ici, donc sur ce montage-là, et on a, sur l'autre montage, 232 litres par seconde. Donc déjà, entre ces deux montages-là, qui sont strictement identiques, en termes de longueur, diamètre, juste l'arrondi là, ça met 3 litres par seconde de plus. Vous imaginez? Il y a 3 litres ici d'air qui passe par seconde en plus que ce montage là. Juste avec un angle là et un arrondi ici.
Et ensuite, forcément, la vélocité est différente. Donc on a pour mon montage à moi 566 km/h. Bon, je le fais en km/h, mais les préparateurs parlent en mètres secondes. Donc vous avez le petit barème ici, d'accord. Et donc sur l'autre profil, on est à 550 km/h. Donc vous voyez, on a une différence de 16 km/h. On a 16 km/h de plus ici, juste avec cette forme-là. Donc bien évidemment, ça c'est un exercice basique. Imaginez bien que si on a une conicité complète du cornet d'admission jusqu'à la soupape, imaginez le gain qu'on peut avoir. Alors qu'avec des montages qui sont rectilignes, c'est-à-dire à diamètre équivalent. Et alors en plus, si vous augmentez la taille de la soupape en bas, alors là c'est tout faux les gars. Contre-production directe, je vous le dis. Voilà. Ok. Par exemple. Comment ils sont conçus les papillons de G6R, c'est vrai que... Et bien justement, du coup, qu'est-ce qu'on observe sur les papillons de G6R? C'est très simple. On est en plein dans le sujet. Les papillons de G6R, ceux qui ont déjà fait le montage, vous mesurez l'entrée donc au-dessus du volet d'admission, donc au-dessus du papillon. Je crois, parce que je ne me souviens pas, mais je crois qu'on a un diamètre de 48. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont coniques. Ça, c'est certain. Ouais, donc il y a un diamètre de 48 en haut, un papillon de 46, et en bas, on est sur 40 mm. Ouais, donc vous avez vu la conicité. Donc cette conicité, elle a été faite il y a... La rampe date de 91... 91, non, 80, pardon, ouais, 99, c'était les premières injections 2000, chez Suzuki sur leur GSX-R. Première injection. Et effectivement, ce corps de papillon qui fait à peu près 10 cm est conique. A une conicité de j'ai pas le schéma, mais je crois qu'il y a une conicité entre 1 et 2 degrés. Tu peux nous parler aussi de l'allumage, s'il te plaît? Donc l'allumage, le deuxième point qu'on a abordé. Bon, l'allumage, c'est le sujet que moi je maîtrise le moins. Pourquoi? Parce que en fait, il faut passer par la gestion. Par la gestion pour gérer l'allumage. Quand c'est une injection électronique, parce qu'après il y avait des injections mécaniques à tête de Delco et tout ça. L'allumage, je sais juste que en fait, déjà il est primordial pour la performance d'un moteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question c'est une question de régime et de moment et le moment de l'allumage. C'est-à-dire que quand on est à très bas régime, à 1000 tours, il faut allumer assez tard parce que la rapidité de la combustion fait que le mélange est quasiment brûlé au moment où le piston il est quasiment haut et après ça fait descendre. D'accord? Mais sur une phase à 8000 tours, par exemple, sur une phase à 8000 tours, vous imaginez bien que le piston il a une vitesse phénoménale de remontée, d'accord? Et en fait, il va plus vite. En fait, il va plus vite que la combustion de l'essence ou du mélange qui est injecté, d'accord? Donc, s'il va plus vite que ce mélange-là, si le piston il monte et que vous allumez à ce niveau-là, il va rien se produire parce que il sera en train de redescendre. Que la combustion sera en train de se faire. Donc comment on pallie à ce phénomène? On pallie en avançant l'allumage. Donc à très très haut régime, le piston il est au quart de sa remontée qu'on allume. Tac. Et quand il arrive en haut, la combustion est complète et il peut redescendre. Donc on allume avant. On allume avant sur les phases de très haut régime. En fait, on décale avec le régime. Attention, il y a un facteur important, c'est que l'allumage, il dépend aussi du remplissage. C'est idiot ce que je vais dire, mais quand vous avez une grosse quantité d'essence, quand vous n'avez pas beaucoup de quantité d'essence, c'est très très complexe la gestion. Ça se fait vraiment avec le moteur qui est vraiment fini. Vous ne pouvez pas modifier des choses avec une gestion qui est déjà en place. Ça se fait en dernier en fait. Donc voilà, et l'idée en fait, c'est de réussir à trouver le moment où on allume la combustion le plus optimal pour chaque régime, pour chaque régime et chaque ouverture de papillon, enfin sur la table d'injection, vraiment pour avoir le meilleur rendement possible en termes de puissance quoi, et de combustion totale. Voilà. Il faut savoir aussi que quand le piston va monter, il va comprimer. Si vous allumez avec le piston, il n'a pas le temps de comprimer, c'est pareil, ça ne servira à rien. Okay. Il faut qu'il comprime et que vous allumez au moment où la combustion sera totale quand il arrivera en haut. Voilà. Bon, après, il y a des questions de température, des trucs comme ça. On ne va pas rentrer dans des détails trop compliqués. Le gros du travail, il est sur la précision de l'allumage, surtout. Du dernier point, la pression.
je sais que les moteurs diesel sont plus efficients que les moteurs essence. Exact. Ils sont plus efficients. Pourquoi? Donc là, aujourd'hui, on rentre dans ma partie préférée, si j'ose dire, même s'il y a énormément d'inconnus, parce qu'on va parler de la pression. Donc Rémi, il vient de nous dire que les moteurs diesel étaient plus efficients que les moteurs essence. Ce qui est totalement vrai. Vous pouvez regarder sur n'importe quelle fiche technique ou comparaison entre ces deux technologies-là. Le moteur diesel a un meilleur rendement que le moteur essence. Pourquoi? Parce qu'en fait, il comprime 2 fois plus, voire 3 fois plus pour certains. En fait, il n'utilise que la pression pour fonctionner en fait. Et cette énorme pression qu'il a en fin de course de piston, elle dégage elle dégage énormément d'énergie et du coup, c'est plus rentable. C'est un meilleur rendement que les moteurs essence. À allumage contrôlé en fait. Du coup, est-ce que tu peux nous dire la différence de taux de compression et le taux de compression géométrique et la pression de compression? Parce qu'il y en a qui comprennent pas trop. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet parce qu'en fait, c'est une faute de français. Okay. Le taux de compression, c'est un taux, comme son nom l'indique. C'est un ratio. C'est temps pour temps. Bon, tout simplement. C'est 13 pour 1. C'est 12 pour 1. D'accord? Sur un volume total, donc là on parle forcément du rapport volumétrique, donc le taux de compression. Sur un volume, combien de fois je vais comprimer le volume dans un seul volume? C'est aussi bête que ça. Voilà. À pas confondre avec la prise de compression, la prise de pression, qui elle a une valeur. C'est-à-dire que vous mettez un mano et vous relevez une valeur en bar ou en pascal, en hectopascal, en kilopascal, en hectobar, en millibar. Voilà. Ça a une valeur. Vous donnez une valeur. Et le rapport géométrique qui nous intéresse le plus, parce que le rapport géométrique, comme son nom l'indique, il est géométrique. En fait, c'est la pression théorique réelle de votre moteur. Donc en fait, il prend en compte le RFA de l'arbre à cam. Il prend en compte la fermeture de la soupape d'admission. Parce que tant que votre soupape d'admission est ouverte, votre moteur ne comprimera jamais. Il pourra monter jusqu'en haut, il ne comprimera jamais. Il faut attendre que cette soupape soit fermée et ensuite il comprimera. Voilà. Okay. Donc, je vous ai fait un petit schéma très rapide, très rapide, entre les différences. Donc, le rapport volumétrique, c'est simple. Donc, je vous ai rappelé la formule. Vous pouvez la voir sur n'importe quel site. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, vous pouvez faire pause parce que je vous ai expliqué les schémas, vous pourrez voir. C'est un ratio, c'est très simple, c'est vraiment une formule basique mathématique. Voilà, simplement. Donc c'est des volumes compressés dans un volume. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, voilà, ici je vous montre la différence qu'il peut y avoir entre deux moteurs au niveau du rapport géométrique. En fait, vous voyez sur un RFA, donc un RFA avec un grand V, donc le V c'est la partie rouge. Donc là, la soupape d'admission vient juste de se fermer, de tomber à 0, d'accord. On voit qu'en fait, le piston, il a une hauteur X, d'accord. Et il va venir comprimer le volume rouge et bien évidemment le volume qui reste de la culasse. Donc ça vous donne un ratio, donc un RV, d'accord. Et quand on passe sur le schéma de droite, on voit un RFA beaucoup plus important, donc un V qui est moins important. Donc se commence cette surface rouge avec un X beaucoup moins important. Et ben vous voyez tout de suite la différence entre ces deux schémas, que là on va beaucoup moins comprimer de mélange en fait. Parce que la soupape d'admission s'est fermée beaucoup plus tard. Voilà. Donc vous voyez la différence. Plus vous allez monter un arbre à cam avec une durée importante, plus vous allez décomprimer votre moteur. Et ça, si vous n'en tenez pas compte, votre moteur, vous n'aurez jamais de gain, le gain pour lequel vous l'avez conçu. Si vous ne prenez pas ça en compte, vous n'augmentez pas le RV à fond, genre 14 pour 1, vous n'aurez jamais de rendement avec votre moteur. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Et à la fin, ne pas confondre donc la prise de compression, d'accord, avec le rapport volumétrique. Taux de compression, prise de compression, d'accord.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est vrai que tu peux nous montrer un exemple, s'il te plaît, par rapport avec ton tableau Excel, ce que tu m'as montré déjà. Tu peux leur expliquer. De rapport, donc, donc moi j'ai du coup, comment on a préparé la 106 effectivement, donc on a forcément tenu compte de ce fameux rapport géométrique. Donc j'ai créé une table Excel. Donc j'ai créé une table Excel qui prend le rapport volumétrique. Donc c'est calculé très simplement, d'accord? C'est calculé très simplement. Et par contre, qui prend en compte le rapport géométrique, d'accord? En fonction du RFA, donc du retard fermeture admission, d'accord? Si vous voyez pas bien les tableaux sur la vidéo, on vous les mettra en fin de vidéo en grand plan. Je sais pas si vous pouvez zoomer avec YouTube, je suis pas sûr. Donc en fait c'est très simple. Enfin c'est simple oui et non, parce que donc, dans mon tableau il y a des formules qui sont rentrées. Donc avec des cases à renseigner comme le volume de la culasse, le volume du deck height plus piston, donc le volume restant au PMH en fait entre le bloc et le piston, donc plus si c'est un piston à ORV, donc bosselé, il faut faire un calcul pour voir la perte de volume dans la culasse. Enfin, voilà, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut bien comprendre les choses. Donc ce que je veux vous expliquer avec ce tableau là, c'est que vous avez un RFA de 50, d'accord, donc une retard fermeture de 50. Vous fiez pas aux autres valeurs. Vous avez un RFA de 50 avec l'arbre à cam que vous avez acheté, d'accord. Et le calcul du rapport volumétrique, il a été fait. Donc vous avez une culasse de temps, vous avez un deck height de temps, puis joint de culasse de temps. Voilà, vous avez un rapport volumétrique de 13,08. D'accord? Et donc, un RFA de 50 degrés, comme j'ai déjà dit. Et vous voyez qu'en fait, on a un rapport géométrique de 11,42. Parce qu'en fait, le RFA de 50, il dépend de la position du piston. Donc voilà, ça c'est la position du piston une fois que la soupape d'admission elle est fermée à 50 degrés d'admission. En fait, il y a une formule là-dedans dans le tableau qui détermine la position du piston par rapport au RFA. Voilà. Et donc, une fois que tout a été rempli correctement, on obtient le rapport géométrique par rapport au positionnement du piston. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais j'essaie de faire plus juste. Donc, vous avez vu ce tableau-là. Maintenant, j'ai changé, je vais vous montrer l'autre tableau. J'ai changé juste le RFA, d'accord? Je suis passé sur un RFA de 78 degrés. Le RFA qu'on a actuellement dans la XSI. D'accord? Donc ça, c'est le tableau de pression de la XSI. Comment on a conçu son moteur. Donc on a un RFA de 78 degrés. J'ai vu des commentaires Facebook, des commentaires sur ma page qui me disaient « c'est pas possible, les pistons ils sont dans les soupapes ». Non, pas du tout. Il y a des RFA qui sont bien plus importants que ça. Et sur les TU aussi. On est sur un arbre à cam de milieu de gamme sport. De milieu de gamme compétition là. Enfin, premier arbre à cam de compétition chez 4Cam. Il y en a 4 modèles autres derrière qui vont jusqu'à presque 315 degrés, je crois. Donc ici, vous voyez, j'ai 78 degrés de RFA. Et là, vous voyez que le RV n'a pas bougé, forcément, vu qu'on est sur le même moteur. Par contre, le rapport de compression réel, donc le rapport géométrique, alors lui, il s'est écroulé, quoi. Il s'est écroulé à 9,10. Vous vous rendez compte, on a perdu 2 points par rapport à l'autre. On est passé de 11,42 à 9. Donc imaginez comment vous décomprimez votre moteur. Là, on est déjà sur un RV de 13. Et du coup, on est sur un taux réel de compression inférieur à l'origine. Vous imaginez? C'est-à-dire que en ayant monté un arbre à cam, on a perdu un point de pression par rapport au moteur d'origine. Donc vous voyez la cohérence entre les choses. Voilà pourquoi, pour moi, la pression, elle est trop souvent oubliée et elle est ultra importante. Et c'est pour ça qu'on a sorti cette puissance au litre. On a sorti cette puissance au litre parce qu'on a rehaussé le rapport géométrique. Imaginez bien que quand vous avez des arbres à cam à plus de 315 degrés avec un RFA bien plus important, le RV, là, il doit être au moins à 14 ou 15. Pour info,
je vous invite à aller voir les derniers Ducati qui ont été faits. Je le répète tout le temps. Déjà à l'époque, chez MV Agusta, on avait des moteurs qui étaient faits à 13 de RV. 13 de RV avec du Semplan 98. Déjà à l'époque, ma moto elle est 2008, donc imaginez. Et les derniers Ducati, les Panigale V4, vous allez les voir les fiches techniques. Ils sont à 14 pour 1, les rapports volumétriques. 14 pour 1 sur des moteurs de série. C'est des moteurs qui développent plus de 200 chevaux du litre. C'est considérable, surtout qu'on tourne au 98. Autre chose très important, vous pouvez aussi constater ça par exemple sur Wikipédia. Vous avez des moteurs comme le PRV par exemple de chez Peugeot. Vous allez voir les différentes versions de ces moteurs là, et donc sur ces différentes versions de ces moteurs là, vous allez voir qu'ils ont fait des versions avec des augmentations de puissance, 10, 20, 30, je sais plus combien de chevaux en plus. Et ben vous allez voir en dessous il y a écrit taux de compression. Et ben vous regarderez, et ben ce taux de compression en fonction de la puissance il augmente toujours. Allez, je vous invite vraiment à aller voir ces fiches et vous allez voir que ça augmente. Je sais pas, le premier moteur il est à 9,8 pour 1, il sort 180 chevaux. Le deuxième il est à 10 pour 2, il sort plus de 200 chevaux. Et le troisième il est à 10,5, il sort 220, 230 chevaux. Voilà. Donc la pression a un effet direct sur la performance d'un moteur. Bon bah du coup je vais vous expliquer ce qu'on a fait exactement sur la préparation moteur. On va vous décrire exactement ce qui a été fait dessus. Comme on a fait une première vidéo assez simple sur la préparation, on est un peu rentré dans les détails, mais on n'a pas vraiment bien expliqué. Voilà, là on va vous donner des valeurs, on va vous donner les valeurs qu'on a appliquées au moteur, en prenant bien évidemment toute la première partie de la vidéo comme base. En fait, on s'est appuyé sur toutes ces premières parties pour pouvoir créer le moteur. Voilà. Donc Rémi va vous lire exactement la préparation avec les valeurs, et je vais argumenter en même temps pour dire voilà, pour vous préciser. Voilà. Donc du coup c'est vraiment le moteur du XSI 4, 95 chevaux de base, Kata. Donc là-dessus on avait raboté le bloc de 1 mm. Les pistons, les bielles, tout est stock d'origine. Il y a les coussinets qui ont été refaits. On a mis des coussinets Trimétal, bielle, vibroquin. Ouais, exactement. Voilà. On l'a un peu, comment on dit ça, on l'a un peu fiabilisé. Voilà. On l'a un peu fiabilisé. Tout a été refait de toute façon. La segmentation neuve, tout est neuf dessus. Par contre, rien n'a été équilibré. Donc ni bielle, ni vibroquin. Ne me dites pas des équilibres de malade. Non, c'est équilibré de série. Hein. Faut pas non plus croire. Il y a juste le volant moteur qui a été allégé et équilibré. Voilà. Et allégé stage 2, donc au maximum. Voilà. Après, augmentation du rapport volumétrique. Après, on a fait du coup des empreintes sur les pistons d'origine. Donc, on a fait des empreintes à la Dremel, donc ce qui est pas... C'est pas ultra précis. C'est pas très précis, mais on a fait au mieux qu'on pouvait. Mais quand on s'applique un peu, on s'est appliqué comme ça va le faire. Voilà, ça permet de faire un travail correct. Donc on a quand même creusé à peu près entre 4 et 5 mm sur les pistons pour que justement l'arbre à cam passe. Sinon, on est obligé de se passer sur des pistons forgés. En fait, pourquoi on a dû creuser autant? Parce qu'en fait, on a fait un retrait de matière de la culasse et du bloc. Donc forcément, des chars, on a vachement réduit. Donc ça va venir après, il va vous dire exactement combien on a descendu. Du coup, le joint de culasse, c'est un joint de culasse d'origine. Stock. Voilà. Culasse a été rabotée en tout, elle a été rabotée de 1,6 mm environ. 1,6 mm parce qu'on avait fait une première préparation sur laquelle on avait retiré 0,6 en tout. 0,6, Et on a fait, pour obtenir le RV de 13, on a dû descendre la culasse d'1 mm encore. Donc ça nous fait 1,6 mm à la culasse et 1 mm au bloc. Donc on a perdu 2,6 mm. Donc vous imaginez que 2,6 mm, l'arbre à cam il passe absolument plus. C'est vraiment, ça. On est obligé de faire tout le travail qu'on a fait sur le bloc et la culasse, on est obligé de le faire dans le piston. On n'a pas le choix. Donc, du coup, après, on a mis un arbre à cam de 4 cam, le 671 à la fin, 293 degrés, avec une levée de 145 max. Non, 11,45. 11,45, pardon, 11, levée max. 11,45 de levée max, avec 3,15 au PMH. C'est ça. Ah, ça, je me souviens plus. 3,15 au PMH. C'est un arbre à cam classique de chez 4cam. Hein. 490 0671. Pour XSI. Hein. Gros palier. Hein. Vous le trouverez, vous trouverez la fiche sur internet sans problème. Après, avec les ressorts, coupelles en titane, tout a été renforcé. Ressorts, coupelles, titane. Les conduits débosselés, agrandis. Alors, ça, en fait, on a acheté Rémi, il a racheté un moteur.
Ouais, qui avait tourné en groupe N apparemment. C'est ça, ouais. Et en fait, quand on a démonté la culasse, le travail de conduit avait déjà été fait. Ouais. Donc, c'est pas un travail, il n'y a pas eu un travail de malade. Hein. Les conduits ont juste été débosselés, travailler linéairement. Voilà, ils ont retiré les bosses, ils ont coupé les guides. Voilà, il n'y a pas un travail c'est pas un travail de précision à la CNC. Non, voilà. Mais le travail est quand même bien fait. Ouais, le travail est bien fait. Ça a sûrement été fait à la main, voilà. Mais donc c'est conduit aligné à l'ancien collecteur et voilà, conduit lisse, travailler. C'est ça. Travailler. Voilà. Après, du coup, on a mis les pipes de chez Perf que mon beau-frère a créé. Voilà. Donc 40 mm. On a 40 mm au niveau des papillons de GSXR. Et donc conique, comme je vous ai dit tout à l'heure, à 38 au niveau de la culasse. Ouais. Donc par contre, 38 mm, Rémi il a été obligé de refaire légèrement les ouvertures pour aligner les pipes d'admission. Que tout soit bien aligné et que les gaz passent mieux. C'est ça. Pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de chanfrein qui viennent casser le gaz. Après, avec la rampe de GSXR, 750 SRAD d'injection. Et puis, tous les conduits, conduits d'échappement alignés au collecteur d'échappement. C'est ça. Donc, alors, Rémi, il a fait ce que moi, j'aurais voulu faire sur un collecteur pour un futur projet. C'est-à-dire qu'en fait, le conduit d'admission, le conduit d'échappement, il a été fait au même endroit. Il a été fait en même temps que les conduits d'admission. Et en fait, vers la fin, donc il faut faire très attention sur le conduit d'échappement. Pourquoi? Parce qu'il y a la chambre d'eau qui est pas très loin. Donc il faut pas s'amuser à trop ouvrir parce que ça peut être dangereux. Je joue à la sécurité. Et en fait, à la fin, il a fait une espèce de collerette, de trompette pour s'aligner au collecteur. Donc assez brutal. Et en fait, ça a pour effet de propulser le gaz d'échappement. Pourquoi? Parce que y a une raison simple, c'est que les gaz, ils sont tellement chauds qu'ils sont extrêmement dilatés dans le conduit. Donc dès qu'ils arrivent dans un cône divergent, dans un cône qui s'élargit, et ben, il s'expanse. C'est-à-dire qu'il est catapulté dans le collecteur, en fait. Et ça, l'échappement, je ne le maîtrise pas forcément plus que ça. Sur une prochaine vidéo, un prochain montage, peut-être que j'expliquerai, peut-être que je regarderai. L'échappement, c'est important, mais c'est difficile à concevoir. Très difficile. C'est ça. Et après, du coup, les injecteurs de 600, 650 cc, on ne sait pas trop. C'est ce que MTR nous avait dit ça. Donc ça paraît énorme, mais bon, il a dit il vaut mieux mettre plus. Donc j'ai entendu effectivement j'ai entendu vos commentaires sur YouTube. C'était trop gros. Effectivement, on peut se poser la question, bonne question, sur un commentaire que j'ai vu qui disait que les gouttelettes d'essence seraient peut-être un peu grosses. C'est pas du tout idiot que de pulvériser vraiment un crachin très très fort, très très fin. Peut-être. Mais quoi, si on gagnait un cheval, deux chevaux, ça serait ça à prendre en plus, hein, c'est clair. Donc voilà, des gros injos, parce que ça tourne à l'éthanol, et une gestion de chez MTR. C'est ça, gestion de chez MTR. Tout a été fait, tout a été fait nous-mêmes. Il n'y a aucun professionnel qui a fait la préparation. Juste la culasse qu'on avait acheté comme ça, voilà, c'est tout. Mais à la rigueur, moi je l'ai fait sur ma XS. C'est pareil. Bon, les conduits, il n'y a rien de différent avec le Pro. Peut-être que le Pro l'ont passé en soufflerie. J'en doute pour connaître le CFM, mais bon, en tout cas, le travail il a été fait. Ça a été on va pas gagner 50 chevaux avec juste les conduits de culasse. Oui. Il y a plein de trucs à voir à côté. Hein. Ça se fait pas. Donc, comme ça. Voilà ce qu'il y a aujourd'hui sur la XSI. Après, voilà, régulateur d'essence réglable. Ouais, après, c'est des conneries. Des conneries classiques que tout le monde a. Mais sinon, tout a été dit. La boîte, elle est d'origine parce qu'on nous a pas mal posé la question. Boîte d'origine 1460 en axe de 14. En axe de 14. Ça, oui. Peut-être mettre un 1359 en axe, surtout en axe 116. Bon, à voir. Bon, pour l'instant, ça tient. Bon, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. J'ai dû faire 300 km depuis la gestion. Voilà. Voilà, un moteur bien rempli, quoi. Un moteur qui a du répondant. Franchement, voilà, franchement, s'il y a des gens qui habitent dans le coin et tout, ils veulent essayer, on peut prendre contact et tout. Voilà, il n'y a pas de problème. Vraiment voir, on prendre contact pour nous voir ou pour voir la voiture. À côté de la Ferté-Gaucher, voilà, on n'est pas très loin de. On n'a rien à cacher. De toute façon, on n'a rien à cacher. Non, c'est clair. On va essayer. Tout a été dit. On voulait passer sur un autre banc pour ça, on va le faire parce que pour vous montrer plusieurs bancs.
pas vous cacher les choses, quoi. Honnêtement, là, on a fait une grosse prépa, d'accord. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Voilà. Ah oui, on aurait pu les chercher un peu plus. Mais franchement, non, mais je veux dire, on peut faire une préparation moteur plus importante, quoi. Il y a des préparations moteurs qui sont plus importantes. Bien plus importantes que ça, quoi. Après, bon, combien ça fait de kilomètres, pourquoi c'est fait, est-ce que c'est fiable? Après, il y en a qui vont nous parler fiabilité. Les dragsters, vous imaginez même pas, les dragsters, c'est des moteurs atmosphériques qui font... Il n'y a même pas de bande de puissance pour les mesurer. Vous imaginez la puissance au litre des machins en atmosphérique, quoi. C'est un délire, c'est un vrai délire. Voilà. Une dernière chose, je vous montre au dos de cette feuille-là. Ouais. C'est la conicité du montage. Donc la conicité du montage, bon, à vérifier les valeurs parce que je les ai fait de tête. On a un système d'admission en partant de la soupape d'admission au bas du cornet d'admission, d'accord, d'à peu près 28-300 mm de longueur, voilà, avec une conicité d'à peu près un peu inférieure à 1,5 degrés sur l'ensemble de convergence vers la soupape d'admission, vous voyez. Donc là on a les paliers des différents organes. Donc on a les 100 mm des papillons d'admission de GSXR. On a ma pipe d'admission à moi qui fait à peu près 80 mm. Et après on a l'entrée de la culasse à la sortie de la soupape. À vérifier la cote de 34 parce qu'honnêtement j'ai un doute, je sais que c'est une soupape de 39. Et je dirais qu'il y a bien au moins 2 mm de siège à droite et à gauche, donc je pense qu'on est bon, je sais pas, on est là-dessus, ou alors c'est beaucoup plus fin que ce que je crois, et du coup ça, si cette cote-là grandit, forcément on perd de la conicité. Apparemment, il faudrait une conicité selon des préparateurs d'à peu près 3 degrés. Ça fait quand même beaucoup. Je sais pas. Après, tout est essayable. Si on teste de faire un montage à 3 degrés sur ça, peut-être qu'on aura des surprises. Une dernière chose sur la courbe de puissance, tout à l'heure, on a un peu parlé d'acoustique. Je vais vous montrer un truc qui est super intéressant sur la courbe. Pareil, si vous ne voyez pas bien sur la vidéo, je vous remontrerai. Là, de toute façon, la courbe, vous l'avez. Un truc super intéressant, on le voit plus sur la courbe de couple que sur la courbe de puissance. Mais en fait, vous apercevez qu'ici, il y a un creux. D'accord ? Et ici aussi, il y a une sorte de creux. Vous voyez que ça fait... Si je grandissais la coupe, on verrait que ça ferait vraiment quelque chose qui redescend légèrement et qui remonte. Et pareil en bas. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'une gestion qui était bien faite, elle présente... Je ne suis pas sûr de vous l'avoir dit, mais une gestion qui est très bien faite, justement, elle aurait une légère forme de courbure un peu en bas, sur un moteur atmosphérique basique, vraiment sans système de contre-acoustique. En fait, pourquoi il y a ça? En fait, c'est pile à l'endroit où, effectivement, on a des désaccords acoustiques entre le remplissage et le régime. Le fait qu'il y ait un trou. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le lis, en fait. Si à cet endroit de régime-là, on aurait agrandi les tubulures d'admission ou on les aurait réduits, peut-être qu'on aurait une courbe différente à ce niveau-là. Donc, moi, c'est comme ça que je le lis. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai l'intime conviction qu'effectivement, on est dans les phases de désaccord, de comment acoustique. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On essaie d'être le plus clair possible, vraiment dans un but d'amélioration. Donc voilà, pour conclure un petit peu, toutes ces choses que je vous ai dit, je les ai mis en application sur la voiture. Donc par conclusion, je suis plutôt dans la bonne orientation, quoi. Bon, toujours être corrigé, mais ça a plutôt l'air de fonctionner, quoi. Ouais. Voilà. On a plutôt l'air d'avoir de bons résultats pour les choses qu'on croit, les choses qu'on a un peu découvertes. C'est plutôt positif. Ouais. Voilà, donc voilà la fin de la vidéo. C'est ça, la vidéo se termine. Ouais, merci. On a EMS qui nous a, vous connaissez sûrement ceux qui nous suivent aujourd'hui. Ouais, EMS Motorsport. EMS Motorsport, ouais. Ils nous ont salués, ils nous ont vus sur Facebook, donc merci à eux parce qu'on les regarde.
Donc voilà, LMTR, bon, on les a déjà remerciés, ils font un super boulot. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Merci à vous, et puis voilà, on essaie de mettre du contenu sur cette page parce que c'est pas évident. Bon, moi j'ai mon travail à côté, on va pas acheter 15 000 voitures pour vous faire des vidéos, c'est clair. Donc voilà, si vous kiffez bien, bah écoutez, restez avec nous. Si vous avez des questions, si vous voulez mon tableau, ça m'est déjà arrivé de le filer à des personnes. Voilà, il n'y a pas de. Moi, je suis dans l'échange. Voilà. Je veux vraiment être dans l'échange. Voilà, c'est vrai, c'est un point important. Échanger, ouvrir des portes. Voilà, il y a plein de perspectives. Voilà, c'est l'échange qui nous intéresse. C'est ça. Voilà. Bon, bah merci à tous et abonnez-vous, mettez un j'aime et puis peut-être d'autres vidéos. Hein. On sait pas. On sait pas. Et mettez un pouce bleu. C'est ça. Allez, salut à tous. Ciao.